René Guénon, Le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion. Chapitre 3, La société théosophique et le rosicrucianisme. En 1876, Olcott écrit à Stanton Moses qu'il est régulièrement inscrit comme novice dans la fraternité et qu'il a été longtemps en relation personnelle par correspondance avec les chefs de celle-ci et qui lui ont écrit certaines choses que Mme Blavatsky ne soupçonne même pas qu'il sait. De quelle fraternité s'agit-il? Ce n'est sûrement pas la HB of L, et ce ne doit pas être non plus l'Arya Samaj, avec lequel d'ailleurs l'alliance définitive ne devrait être conclue que l'année suivante. Quant à la fameuse Grande Loge Blanche, ou Fraternité du Tibet, il n'en était pas encore question, mais les termes employés étaient assez vagues pour autoriser toutes les confusions ultérieures, volontaires ou involontaires. Dans une autre lettre adressée un peu plus tard au même correspondant et de laquelle il semble résulter que celui-ci avait accepté d'entrer dans la société à laquelle Olcott appartenait, on lit ceci. « Je désire que vous demandiez à Imperator, en lui présentant mes compliments, s'il ne pourrait pas faire quelque chose à la manière psychologique pour empêcher Mme Blavatsky d'aller dans l'Inde. Je suis très inquiet sur ce point. Je ne puis rien faire moi-même. Les calomnies qui ont circulé en Europe et ici l'ont abattue si profondément que j'ai peur que nous la perdions. Ceci peut être une petite chose pour les spiritualistes, mais c'en est une grande pour nous trois. Demandez à Imperator ce que je suggère. Il semble être un esprit sage, et peut-être en est-il impuissant. Demandez-lui s'il peut et s'il veut nous aider. Il y a ici une Madame Thompson, une veuve riche de 7 millions de dollars qui cultive le terrain sur lequel marche Madame Blavatsky. Cette dame lui offre argent et tout ce qui s'ensuit pour aller dans l'Inde et lui fournir ainsi une occasion d'étudier et de voir par elle-même. N'oubliez pas Imperator. » Fin de citation. Madame Blavatsky n'était donc jamais allée en Inde avant son séjour en Amérique. Nous en avons cette fois l'assurance formelle. Mais elle désirait y aller parce qu'elle éprouvait le besoin d'étudier et de voir par elle-même, ce qui prouve qu'elle n'était pas très initiée et qu'elle n'était pas encore arrivée à posséder un ensemble de convictions bien fixes et bien établies. Seulement, il y avait alors une influence dont Olcott et Stanton Moses se faisaient les agents et qui était opposée à ce départ de Mme Blavatsky pour l'Inde. Ce n'était donc pas l'influence de l'Arya Samaj, ni d'aucune autre organisation orientale. Maintenant, pourquoi Olcott dit-il « pour nous trois » ? Lui et son correspondant, cela ne fait que deux. Le troisième semble bien être autre que cet impérateur dont il réclame l'appui avec tant d'insistance. Mais qui était cet être mystérieux ? C'était, paraît-il, un esprit qui se manifestait dans le cercle dirigé par Stanton Moses et son ami le docteur Speer. Mais ce qui est étrange, et ce qui peut donner la clé de bien des choses, c'est que cet esprit se soit attribué le nom, ou plutôt le titre, d'impérator, qui est celui du chef d'une société secrète anglaise, l'Order of the Golden Dawn in the Outer, littéralement ordre de l'aube d'or à l'extérieur. L'ordre que nous venons de nommer se présente comme une société d'occultistes étudiant la plus haute magie pratique et qui marche en quelque sorte parallèlement au vrai rosicrucianisme. Les femmes y sont admises au même titre que les hommes et la qualité de membre demeure cachée. Il y a 3 officiers principaux, l'impérator, le prémonstrator et le cancellarius. Ce même ordre est étroitement rattaché à la Societas Rosicruciana in Anglia, fondée en 1867 par Robert Wentworth Little. Celle-ci comprend 9 grades, répartis en 3 ordres. Ces chefs, qui sont au nombre de 3, comme ceux de la Golden Dawn, portent le titre de mage. La Societas Rosicruciana n'admet que des maçons possédant le grade de maître parmi ses membres, dont le nombre est limité à 144, non compris les membres honoraires. Elle possède 4 collèges qui sont établis à Londres, York, Bristol et Manchester.
Une organisation similaire existe en Écosse depuis 1877 et une autre branche fut constituée en Amérique en 1880. Ce sont 2 filiales de la société anglaise dont elles sont cependant administrativement indépendantes. Dans une lettre adressée au directeur de la revue théosophique Lucifer en juillet 1889 par le comte MacGregor Mathers, qui était alors secrétaire du collège métropolitain de la Societas Rosicruciana et membre du Haut Conseil d'Angleterre, il est dit, entre autres choses, « Cette société étudie la tradition occidentale. Des connaissances de pratique sont le privilège des plus hauts initiés qui les tiennent secrètes. Tous les frères tiennent secret leur grade. La société théosophique est en relation d'amitié avec eux. Les étudiants hermétiques de la Golden Dawn rosicrucienne en sont, pour ainsi dire, les représentants à l'extérieur. » Fin de citation. La publication de cette sorte de manifeste avait pour but principal de désavouer un certain ordre de la rosée et de la lumière, Ordo, Roris et Lucis, autre société anglaise soi-disant rosicrucienne dont il avait été question précédemment dans la même revue. Cette dernière société se trouvait en concurrence directe avec la Golden Dawn et la Societas Rosicruciana et ses membres, qui étaient spirites pour la plupart, étaient accusés de faire de la magie noire, suivant une habitude qui est d'ailleurs fort répandue dans les milieux théosophistes, ainsi que nous aurons l'occasion de le voir plus tard. La lettre du comte MacGregor porte les devises suivantes: Sapiens, dominabitur, astris, Deodus, comité ferro, non omnis moriar, vincit omnia veritas, dont la dernière, chose curieuse, est également la devise de la HB of L, adversaire déclaré de la Société théosophique et de la Societas Rosicruciana. Elle se termine par ces mots qui lui confèrent un caractère officiel, publié par ordre du supérieur Sapere Aud Cancellarius in Londonicens, et qui suit ce post-scriptum assez énigmatique: Sept adeptes qui possèdent l'élixir de longue vie vivent actuellement et se réunissent chaque année dans une ville différente. L'impérator de la GD, Golden Dawn, était-il l'un de ces 7 adeptes mystérieux? C'est bien possible. Il y a même pour nous d'autres indices qui semblent confirmer, mais c'est sans doute le supérieur Sapere Aude n'avait-il pas autorisé de révélations plus explicites à cet égard? L'auteur de la lettre que nous venons de citer, qui est mort il y a quelques années, était le frère aîné d'un autre M. MacGregor, représentant en France de l'Order of the Golden Dawn in the Outer, et également membre de la Société théosophique. On fit quelques bruits à Paris en 1899 et en 1903 autour des tentatives de restauration du culte d'Isis par M. et Mme MacGregor sous le patronage de l'écrivain occultiste Jules Bois, tentatives assez fantaisistes d'ailleurs, mais qui eurent en leur temps un certain succès de curiosité. Ajoutons que Mme MacGregor, la grande prêtresse Anari, est la sœur de M. Bergson. Nous ne signalons d'ailleurs ce fait qu'à titre de renseignement accessoire, sans vouloir en déduire aucune conséquence, bien que, d'un autre côté, il y ait incontestablement plus d'un point de ressemblance entre les tendances du théosophisme et celles de la philosophie bergsonienne. Certains ont été plus loin. C'est ainsi que dans un article se rattachant à une controverse sur le bergsonisme, M. Georges Pécoul écrit que les théories de la société théosophique sont si étrangement semblables à celles de M. Bergson qu'on peut se demander si elles ne dérivent pas toutes deux d'une source commune. Et si M. Bergson, Olcott, Leadbeater, Madame Blavatsky et Annie Besant n'ont pas tous été à l'école du même Mahatma, Kut Humi ou quelque autre. Et il ajoute: je signale le problème aux chercheurs. Sa solution pourrait peut-être apporter un supplément de lumière sur l'origine bien mystérieuse de certains mouvements de la pensée moderne et sur la nature des influences que subissent souvent inconsciemment l'ensemble de ceux qui sont eux-mêmes des agents d'influence intellectuelle et spirituelle. Fin de citation. Sur ces influences,
Nous sommes assez de l'avis de M. Pécoul et nous pensons même que leur rôle est aussi considérable que généralement insoupçonné. Du reste, les affinités du bergsonisme avec les mouvements néo-spiritualistes ne nous ont jamais paru douteuses, et nous ne serions même nullement étonnés de voir M. Bergson, suivant l'exemple de William James, aboutir finalement au spiritisme. Nous avons un indice particulièrement frappant. Sous ce rapport, dans une phrase de L'énergie spirituelle, le dernier livre de M. Bergson, où celui-ci, tout en reconnaissant que l'immortalité elle-même ne peut être prouvée expérimentalement, déclare que ce serait déjà quelque chose, ce serait même beaucoup que de pouvoir établir sur le terrain de l'expérience la probabilité de la survivance pour un temps X. Fin de citation. N'est-ce pas là exactement ce que prétendent faire les spirites ? Nous avons même entendu dire, il y a quelques années, que M. Bergson s'intéressait d'une façon active à des expérimentations de ce genre, en compagnie de plusieurs savants réputés, parmi lesquels on nous a cité le professeur d'Arsonval et Madame Curie. Nous voulons croire que son intention était d'étudier ces choses aussi scientifiquement que possible, mais combien d'autres hommes de science tels que William Crookes et Lombroso, après avoir commencé ainsi, ont été convertis à la doctrine spirite. On ne dira jamais assez combien ces choses sont dangereuses. Ce n'est certes pas la science ni la philosophie qui peuvent fournir une garantie suffisante pour permettre d'y toucher impunément. Pour revenir au rosicrucianisme, que nous avons vu apparaître ici pour la première fois, et qui a donné lieu à cette digression, nous signalons qu'Olcott a raconté à plusieurs reprises dans le Théosophiste et dans ses livres que Madame Blavatsky portait toujours sur elle un bijou de rose-croix, qu'elle avait reçu d'un adepte. Pourtant, quand il était sous l'influence de la H.P. of L., Olcott n'avait que du mépris pour les rosicruciens modernes. Je cite. « La fraternité des Rose-Croix, écrivait-il à Stanton Moses en 1875, en tant que branche active de l'ordre véritable, est morte avec Cagliostro, comme la franc-maçonnerie est morte avec Vresnes. Ce qui en reste n'est que l'écorce. » Fin de citation. Ici, les mots « branche active de l'ordre véritable » font allusion à un passage des enseignements de la H.P. of L., dans lequel il est dit que le terme des Rose-Croix ne désigne pas l'ordre tout entier, mais seulement ceux qui ont reçu les premiers enseignements dans son prodigieux système. Ce n'est qu'un nom de passe par lequel les frères amusent et en même temps mystifient le monde. Nous n'entendons pas entrer ici dans les controverses relatives à l'origine de l'histoire des Rose-Croix, vraies et faux. Il y a là de véritables énigmes qui n'ont jamais été résolues d'une façon satisfaisante et sur lesquelles les écrivains qui se disent plus ou moins rosicruciens ne semblent pas en savoir beaucoup plus long que les autres. En écrivant ces derniers mots, nous pensons notamment au Dr Franz Hartmann, qui joua un rôle important dans la Société théosophique lorsque son siège eût été transporté dans l'Inde et avec qui d'ailleurs Madame Blavatsky ne semble pas avoir été toujours dans les meilleurs termes, comme nous le verrons à propos de l'affaire de la Société des recherches psychiques. Ce personnage né en 1838 à Donauwörth, en Bavière, se prétendait rosicrucien, mais d'une autre branche que les sociétés anglaises dont il a été question précédemment. À l'en croire, il avait découvert une fraternité de vrais Rose-Croix à Campden, localité célèbre pour ses maisons hantées, et où il mourut en 1912. À la vérité, nous pensons que ce n'est là qu'une légende, qu'il cherchait à accréditer pour donner l'apparence d'une base sérieuse à un certain ordre de la Rose-Croix ésotérique, dont il fut l'un des promoteurs. Ce docteur Hartmann a publié d'assez nombreux ouvrages qui furent appréciés d'une façon peu bienveillante par les chefs de la Societas Rosicruciana in Anglia, pourtant théosophiste comme l'auteur. On fut particulièrement sévère pour le livre intitulé « Dans le pronaos du temple de sagesse », contenant l'histoire des vrais et des faux rosicruciens, avec une introduction au mystère de la philosophie hermétique, et dédié à la duchesse de Pomard. En 1887, le docteur Hartmann fit paraître à Boston, centre de la branche américaine de l'Order of the G.D. in the Outer, une sorte de roman ayant pour titre « Une aventure chez les Rosicruciens ».
qui contient la description d'un monastère théosophique imaginaire supposé situé dans les Alpes. Et l'auteur raconte que ce monastère relève de l'ordre des frères de la Croix d'Or et de la Rose-Croix, et que son chef porte le titre d'impérator. Cela fait penser à l'ancienne Rose-Croix d'Or de l'Allemagne, fondée en 1714 par le prêtre saxon Samuel Richter, plus connu sous le pseudonyme de Sincerus Renatus, et dont le chef portait en effet, comme plus tard, celui de la Golden Dawn, ce titre d'impérator hérité des organisations rosicruciennes antérieures, et qui remonterait même jusqu'à l'origine du monde s'il fallait en croire certains récits légendaires. Car on trouve dans le Clipus Veritatis, qui date de 1618, une liste chronologique des impératoresses depuis Adam. Ces exagérations et ces généalogies fabuleuses sont d'ailleurs communes à la plupart des sociétés secrètes, y compris la maçonnerie, où nous voyons aussi le rite de Misraïm faire remonter ses origines jusqu'à Adam. Ce qui est plus digne d'intérêt, c'est qu'un écrivain occultiste parlant de l'organisation rosicrucienne de 1714 déclare ceci. Une tradition dit que cet impérator existe toujours, son action serait devenue politique. S'agit-il encore ici du chef de la Golden Dawn ? En effet, la Rose-Croix d'Or, à laquelle certains ont cru reconnaître déjà un caractère politique, n'existe plus depuis longtemps. Elle fut remplacée en 1780 par les frères initiés de l'Asie, dont le centre fut établi à Vienne, et dont les supérieurs s'intitulaient par allusion au début de l'Apocalypse, pères et frères des 7 églises inconnues de l'Asie. On ne peut s'empêcher de se demander si les 7 adeptes du comte MacGregor n'auraient pas été leurs continuateurs. Quoi qu'il en soit, ce qu'il y a de certain, c'est que bien des associations qui prétendent se rattacher au rosicrucianisme font encore prêter à leurs adhérents un serment de fidélité à l'impérator. Le récit romanesque du docteur Hartmann eut une conséquence qui montra que le but de l'auteur n'avait pas été purement désintéressé. En septembre 1889, une société par action fut constituée en Suisse sous le nom de Fraternitas pour réaliser et exploiter l'établissement théosophico-monastique qu'il avait imaginé. Le docteur Hartmann eut pour associé dans cette affaire le docteur Thurman, le docteur A. Pioda et la comtesse Westminster. Cette dernière, dont nous avons eu déjà l'occasion de citer le nom, était une Suédoise, intime amie de Madame Blavatsky. Quant à l'ordre de la Rose-Croix ésotérique, l'autre création du docteur Hartmann, il paraît avoir été en relation suivie avec l'ordre rénové des Illuminati Germani, fondé ou réorganisé par Léopold Angel de Dresde et qui a joué un rôle politique extrêmement suspect. Ce dernier ordre se recommande, comme l'indique son nom, de l'illuminisme de Weishaupt, auquel ne le rattache cependant aucune filiation directe. Il y eut aussi des rapports certains entre cette Rose-Croix ésotérique et un certain ordre des Templiers orientaux, fondé en 1895 par le docteur Karl Kellner et propagé surtout après la mort de celui-ci, survenu en 1905, par Theodor Reuss, un théosophiste que nous retrouverons plus tard. Il semble même que la Rose-Croix ésotérique devint finalement le cercle intérieur des Templiers orientaux. Ces diverses associations ne doivent pas être confondues avec une autre organisation rosicrucienne austro-allemande, de création plus récente, dont le chef est le docteur Rudolf Steiner. Nous aurons à en reparler dans la suite. D'ailleurs, à vrai dire, le rosicrucianisme n'a plus, à notre époque, une signification bien définie. Une foule de gens qui s'intitulent Rose-Croix ou Rosicruciens n'ont aucun lien entre eux, non plus qu'avec les anciennes organisations du même nom. Et il en est exactement de même de ceux qui s'intitulent Templiers. Sans même tenir compte des grades maçonniques qui, dans divers rites, portent le titre de Rose-Croix, ou quelque autre qui en est dérivé, nous pourrions donner, si ce n'était en dehors de notre sujet, une longue liste de sociétés plus ou moins secrètes qui n'ont guère de commun que cette même dénomination, accompagnée le plus souvent d'une ou de plusieurs épithètes distinctives. Aussi, faut-il toujours bien prendre garde lorsqu'il s'agit du rosicrucianisme, comme d'ailleurs lorsqu'il s'agit de la maçonnerie, de ne pas attribuer à un groupement ce qui appartient à un autre, qui peut lui être tout à fait étranger.